Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Et oui, sur Radio J, parfois il nous arrive de reprendre les mêmes d'une semaine sur l'autre. Mathieu Bocoté, bienvenue. C'est un plaisir. Et heureux de vous retrouver pour une deuxième semaine. Le livre en valait la peine, le totalitarisme sans le goulag, il y a beaucoup de choses à dire. On a fait toute une émission sur l'effondrement de la liberté, c'est votre thèse en tout cas dans l'Occident global. On va parler de la société diversitaire. La société diversitaire, c'est pas seulement la société de diversité, c'est la société qui prône la diversité, qui milite pour la diversité. C'est un des fils rouges de la critique dont votre livre est émaillé. Alors, vous voyez, je vais quand même vous objecter une première chose. Cet antiracisme, dont certains nous disent qu'il serait le totalitarisme du XXIe siècle, est-ce qu'il n'est pas d'abord et avant tout dans une optique justement de modération, de coexistence, un incontestable progrès démocratique du Québec à l'Europe centrale? Tout dépend parce qu'on entend par antiracisme. Si par antiracisme, on entend la dénonciation du racisme, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est au cœur de la morale démocratique. Il n'y a aucun doute sur ça. De ce point de vue-là, on observe un progrès démocratique depuis 30 ans. Depuis 30 ans, je ne suis pas certain, parce que je ne suis pas certain que l'antiracisme nous ait livré l'antiracisme. D'accord. Or, ce que l'on voit depuis 30 ans, dans les faits, c'est que l'antiracisme a d'abord été, quoi qu'on en dise, sous l'étendard, sous le fanion de l'antiracisme, on a surtout intégré une forme d'antinationalisme, pour reprendre la formule de Pierre-André Taguieff. C'est pas le seul par ailleurs à en avoir parlé. Donc, on a nommé racisme toute une série de réalités qui n'avaient rien à voir avec le racisme. La défense de la nation. J'entends par nation pas simplement une communauté administrative désincarnée, mais une communauté de culture, une communauté de langue, institutionnalisée politiquement. On a assimilé ça au racisme. La défense de l'identité nationale. Cette idée que lorsque vous rejoignez une communauté, une nation, c'est pas une race en passant. Donc, quand vous rejoignez un pays, vous pouvez vous y assimiler, vous pouvez vous y intégrer. On a assimilé ça au racisme. La défense de l'universalisme a été assimilée au racisme. Faut pas se tromper, parce qu'on a dit que l'universalisme masquait dans les faits les privilèges des majorités blanches dans nos sociétés. Dès lors, il fallait critiquer l'universalisme au nom de l'antiracisme. Au nom de l'antiracisme, on a diabolisé la critique de l'immigration massive. Et je pourrais étendre la chose. Donc, globalement, le bilan de l'antiracisme tel qu'on l'a connu, pas de l'antiracisme dans son principe de la condamnation du racisme, a créé les conditions d'un retour du racisme dans nos sociétés, mais même quelquefois d'un racisme autorisé, parce qu'il vise une catégorie qui, elle, apparemment, on peut la diaboliser, on peut la maudire, ceux qu'on appelle les blancs, entre guillemets, et le racisme anti-blanc nous dit la sociologie, c'est quand même culotté. Le racisme anti-blanc n'existe pas, il est théoriquement impossible, il est conceptuellement inimaginable. Alors ça, c'est l'antiracisme a culminé dans une légitimation d'un racisme nouveau qu'on n'a pas le droit de nommer. Alors, il y a un peu plus de 10 ans, peut-être même, 2011 ou 2012, une tribune avait été signée par plusieurs responsables publics et intellectuels dénonçant le racisme anti-blanc. Donc, on était dans les années 2000, je crois, avec Finkielkraut, 2009 Julliard, peut-être, 2009, voilà. Bernard Kouchner l'avait signé aussi. Beaucoup dans le camp adverse, c'est-à-dire ceux des antiracistes classiques. Mais je pense aussi les grandes associations représentant la sensibilité antiraciste en France, SOS Racisme notamment, s'en étaient émus en dénonçant un pas de clair de la part de ces intellectuels et ces responsables publics. Rétrospectivement, ils avaient vu juste ou ils étaient déjà dans l'outrance? Alors, il faut dire les choses assez clairement. Si on dénonce le racisme, il faut dénoncer le racisme quelle que soit la communauté visée et quelle que soit la communauté qui le pratique. Mais alors justement, est-ce quand ils visent, entre guillemets, des blancs, c'est-à-dire la majorité issus des peuples historiques qui composent l'Union européenne ou, bien sûr, l'Amérique du Nord, est-ce qu'il s'agit véritablement de racisme? Est-ce que le mot racisme, d'après vous, Mathieu Bocoté, est bien choisi? Bien sûr qu'il l'est. C'est-à-dire, si vous regardez, par exemple, les travaux de l'antiracisme académique américain, Robin DiAngelo, Ibram X. Kendi, qui nous expliquent que fondamentalement, la blanchité, ils appellent ça comme ça, ce ne sont pas mes mots, la blanchité est... En fait, le blanc est nécessairement raciste et le raciste est nécessairement blanc. Je vais résumer ici. Le blanc est nécessairement raciste parce que le blanc s'est institutionnalisé dans des sociétés à la manière d'un système de privilèges associé au blanc dissimulé derrière l'universel. Et le racisme est nécessairement blanc et le blanc est nécessairement raciste parce que le racisme ne peut être que blanc. Parce que le racisme est un système de domination au service des blancs. Et lorsque des minorités, entre guillemets, sont racistes, c'est pas du racisme, c'est une forme d'autodéfense qui prend la forme d'insultes raciales. Je m'excuse, mais ça, ce sont des arguments, on l'aurait dit autrefois, jésuitiques. Ce sont des arguments orwelliens. On peut compléter cet argumentaire, puisque vous venez de le résumer, sans le partager, mais de le résumer. Comme l'antiracisme se dissimule à lui-même comme antiracisme, l'extrême droite se dénie elle-même comme extrême droite. Elle avance, entre guillemets, par essence, elle avancerait masquée, il reviendrait donc aux vigilants.
depuis la grande époque de la vigilance, vous vous en souvenez, hein, Oui. quand Pierre-André Taguieff avait été dénoncé comme ayant des accointances avec la revue Crisis d'Alain de Benoît, il reviendrait donc aux vigilants d'arracher leur masque à ceux qui avancent masqués. Alors, moi, justement. d'abord, je parle dans mes livres de la théorie du masque. Oui. Moi, la théorie du masque m'énerve un peu. C'est-à-dire, moi, je regarde les arguments qui sont devant moi, tout simplement, et je réponds aux arguments qu'on présente. Et une chose qui m'énerve au possible, c'est ce que j'appelle la sociologie de l'étiquetage. Enfin, j'ai bien résumé la Oui. philosophie politique sous-jacente. Hein, voilà. Et pour ce qui est, j'arrive à l'extrême droite parce que ça me semble assez important. Ouais. Ce concept est au cœur aujourd'hui du régime diversitaire. Le régime diversitaire nomme extrême droite ce qu'il n'apprécie pas. Ce qui fait, et on en a parlé la semaine dernière, il nomme extrême droite à la fois, par exemple, ce qu'on pourrait appeler un différentialisme culturel fort, qui défendrait la thèse de l'incompatibilité radicale des communautés humaines. Mais en même temps, l'universalisme. Parce que l'universalisme serait le masque des privilèges majoritaires dans nos sociétés. Donc, une chose et son contraire sont extrême droitisés. L'extrême droite, c'est à la fois la censure des régimes autoritaires de censure, mais c'est aussi la défense de la liberté d'expression qui ne serait rien d'autre que l'arme utilisée par l'extrême droite pour banaliser la haine. L'extrême droite, c'est à la fois la persécution des femmes, mais aussi la défense de la liberté des femmes aujourd'hui contre une idéologie qui conteste jusqu'à leur existence. Donc ce concept, quant à moi, je le laisse de côté. Vous paraît totalement invalide. Mais quand même, alors je vais me faire l'avocat des diables. Hein, je suis là pour ça. Le totalitarisme sans le goulag, c'est votre livre événement aux éditions Presse de la Cité. Mathieu Bocoté, vous êtes sociologue, spécialiste de sociologie politique, universitaire, mais aussi bien sûr chroniqueur de presse et présentateur d'émissions de télévision sur CNews. Quand même, vous savez très bien que lorsque un président de la République, aujourd'hui plutôt à la retraite, Nicolas Sarkozy, s'adjoint les services d'un ancien directeur de Minute, qui est au cœur de l'actualité à l'époque, évidemment, qui s'appelle Patrick Buisson, il ne ferait pas avec l'extrême droite, mais en revanche, il triangule des idées de l'extrême droite. Et donc, toute une partie des droites européennes, depuis une quinzaine d'années, pour des raisons de tactique électorale et politique, plus largement, a essayé de trianguler ces idées. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, à l'époque, le disait, Mathieu Bocoté, il disait en petit comité, tu sais bien, à ses amis, tu sais bien qu'un jour, les Français préféreront la copie à l'original. Sous-entendu, préféreront la copie pirate que moi je fais des idées du Front National au Front National historique. C'était ça la raison pour laquelle il s'entourait de personnes qui avaient des accointances historiques avec l'extrême droite. Est-ce que de ce point de vue-là, le point de vue de certains vigilants sur la durée n'est pas justifié? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu quand même une pénétration progressive des droites européennes ou des droites américaines par des idées issues au départ du giron de l'extrême droite. Alors, je reviens sur ma question de base. Quelle est l'extrême droite? Parce que pour ce que j'en sais... Parce que, alors, là, il y a eu une forme d'ambiguïté. Je sais pas si c'est une ambiguïté... Vous comprenez ma question? Oui, mais vous comprenez ma réponse? Parce que je connais, dans mes débats autour du livre, certains, je pense, ont fait semblant de ne pas comprendre en disant, mais que faites-vous du fascisme? Mais c'est un instant. Je ne conteste pas l'existence ni du fascisme, ni du nazisme, évidemment, ni des régimes réactionnaires, ni de l'ultralibéralisme, ni de la pensée libertarienne, ni de la droite religieuse. Je dis simplement que je ne vois pas comment le mot extrême droite permet de rassembler tout ça sous une même catégorie. Alors justement, on peut entrer dans le détail parce que... Mais ça me semble assez important parce que ce que je note, c'est pour ça que je parle aussi d'extrême droitisation. Parce que l'extrême droitisation, c'est un processus qui consiste à assimiler à une extrême droite, dont la définition sera manquante, quoi qu'on en dise. Et le mot extrême droite a pour fonction de transformer en paria celui qui est en désaccord, non pas sur les méthodes, mais sur le fond du progressisme. Le progressisme nomme droite raisonnable ou républicaine ceux qui disent progressiste, tu as raison, mais tu vas trop loin, trop rapidement, et nomme extrême droite ceux qui disent tu vas dans la mauvaise direction et je conteste tes fondements. Donc de ce point de vue, et le nombre de gens... Vous avez parlé de Patrick Buisson. Bon, prenez aussi Denis Tillinac. Prenez Raymond Aron, ça lui est arrivé, soit dit en passant. Tout à fait. Prenez Alain Finkielkraut. Prenez Éric Zemmour. Prenez Marine Le Pen. Mais prenez aussi Nicolas Sarkozy. Prenez tous ces gens, ils ont tous un jour été extrême droitisés. Alors, qu'ont-ils en commun sinon que la gauche radicale ou la gauche médiatique et mondaine ne les aime pas? Et vous avez même, vous-même, vous êtes vu à poser ce stigmate par certains chroniqueurs de presse, de Libération. C'est leur métier. Bon, hein. alors, C'est des chasseurs de sorcières. Au-delà de l'extrême droitisation des opposants que vous dénoncez dans le totalitarisme sans le goulag et qui est on va dire une ficelle inépuisable de la vigilance depuis 25 ans, depuis même 30 ans. Au-delà de cela, effectivement, là où ça ne marche pas, en quelque sorte, leur cadre idéologique trop global, cette espèce de large poubelle dans laquelle ils jettent toutes les idées qu'ils n'aiment pas, c'est que cette, entre guillemets, extrême droite conjoint des gens qui sont
des passéistes, nostalgiques, soit de l'Ancien Régime, soit de la Troisième République. Donc c'est très large, vous voyez, ça peut conjoindre des gens très différents. Chevènement, c'est extrême droitisé aussi. Qui sont tournés vers un passé, idéalisé à tort ou à raison, peu importe, mais ce ne sont pas des futuristes. Or, effectivement, vous le rappelez à juste titre, Mathieu, sur la base de vos connaissances de sociologie politique, quelle est la caractéristique, le marqueur principal du fascisme en Europe ? C'est que sous toutes ces versions, mussoliniennes, a fortiori hitlériennes, mais aussi tous les fascismes qui se sont développés en Europe centrale, etc., il était futuriste. La plupart des fascistes sont futuristes. Ils sont tournés avec volontarisme et avec beaucoup de confiance vers l'avenir. Donc on confond actuellement, sous cet épithète infamant d'extrême droite, on confond des gens qui ont plutôt un rapport nostalgique au passé, de gens qui au contraire veulent faire table rase du passé pour se projeter dans un avenir qui est envisagé, dans leur cas, qui est envisagé avec beaucoup de... J'allais dire autant de ferveur que les collaborationnistes à l'époque. Et on peut aller plus loin, c'est-à-dire on peut dire par exemple le fascisme est effectivement dans ses premiers moments un futurisme, le nazisme est une conjugaison tout à la fois de l'hyperpuissance et une fascination pour l'archaïque, l'origine absolue, la pureté d'origine. Donc il y a une différence entre les deux, et ce sont deux modalités du totalitarisme affreux du XXe siècle. Mais là, si vous allez ailleurs, par exemple, des régimes autoritaires chrétiens, pour lesquels j'ai aucune sympathie, la question n'est pas là. Mais qu'ont-ils en commun? Vous pensez, quand vous parlez, Mathieu Bocoté, ce matin sur Radio J, de régime autoritaire chrétien, vous pensez à quoi? Prenez par exemple, je reviens sur les pays d'Amérique du Sud, où il y en a eu quelques-uns, ou encore les pays de la péninsule ibérique au moment de la deuxième moitié du XXe siècle. Des régimes absolument condamnables, la question n'est pas là. Mais le fait est qu'ils n'entrent pas dans la même matrice intellectuelle. Pour le dire autrement, rabattre Franco sur Hitler, c'est ne pas comprendre grand-chose au franquisme. En fait, je pense que c'est quand on pense que Franco, par exemple, a fait une purge chez les fascistes dans son régime, les phalangistes, et ainsi de suite. Puis qu'on se comprenne bien, je ne dis pas ça avec le souci de défendre qui que ce soit. Je dis que la catégorie... le mot fascisme réfère pour moi à l'expérience mussolinienne. Le nazisme réfère pour moi à l'horreur absolue hitlérienne. Les régimes autoritaires chrétiens réfèrent à ce qui s'est passé globalement dans la péninsule ibérique. Ensuite, vous pouvez faire la liste de ça, mais tous ces régimes n'entre pas dans une seule catégorie. Et plus encore, si on quitte l'histoire des idées politiques pour basculer dans les temps présents, j'aimerais savoir ce que, d'une manière ou de l'autre, Donald Trump, quoi qu'on en pense, Nicolas Sarkozy, quoi qu'on en pense, il a fait la liste d'un pays à l'autre, Nigel Farage en Grande-Bretagne, quoi qu'on en pense, Boris Johnson, je l'ai entendu, quoi qu'on en pense, ont quelque chose à voir avec ce qu'ils appellent l'extrême droite. Mais là, je vais aller plus loin, parce que j'en parle dans mon livre, ça me semble important. Regardez ce qui se passe même à gauche. Ils ont perdu la tête avec ce concept. Prenez par exemple Jean-Luc Mélenchon. Non, on va y aller dans l'ordre. Fabien Roussel s'est fait doriotiser par Jean-Luc Mélenchon, par la bande à Mélenchon. On l'a assimilé à Doriot, extrême droite. Bon. Ensuite, on a vu Emmanuel Macron. Par l'Obs, s'est fait extrême droitiser, extrême droite. Et là, qu'est-ce qu'on a vu tout récemment suite au pogrom du 7 octobre? Eh bien, Mélenchon s'est fait extrême droitiser en disant qu'il prenait le rôle de l'extrême droite. Donc là, sans l'oublier, mais ça c'est autre chose, Bernard-Henri Lévy s'est fait assimiler à l'extrême droite israélienne. Oui. Donc pourrais-je savoir qui n'est pas d'extrême droite? Donc moi, ce que je veux savoir, mon souci, mais qui est vraiment un souci académique de ce point de vue, c'est d'avoir un système de typologie, de classification, de classification des régimes politiques, des idéologies politiques qui nous dégagent de cette matrice qui cherche à voir gauche, pas gauche, droite, pas droite, extrême gauche, extrême droite. Et ma méthode que je propose, c'est de nommer les régimes tels qu'ils se présentent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des régimes ou des idéologies, il faut prendre au sérieux ce que les gens disent d'eux-mêmes et quitter cette psychologie d'enquêteur qui consiste à vouloir retirer son masque à chacun. Alors, ça c'est passionnant, on est au cœur d'un des sujets qui vous occupe, c'est le réveil de la question identitaire et ses réfractions dans le débat public français notamment, canadien aussi bien évidemment, le totalitarisme sans le goulag, Mathieu Bocoté. Alors, question très simple. Au regard de cette grille que vous récusez, la grille qui consiste à étendre comme un tissu de plus en plus stretché le concept d'extrême droite, qui est d'extrême droite aujourd'hui en France si on parle clairement? Mais j'en sais rien. C'est pas moi de savoir. Il y a forcément des gens. Non, parce que puisque je condamne cette catégorie, alors je vais pas l'utiliser ensuite... Non, mais vous devez vous dire quand même dans votre fort intérieur qu'il y a des gens qui sont d'extrême droite. Ça existe quand même. Non, il y a des néofascistes, absolument, s'il en faut. Il doit y avoir quelques idiots résiduels hitlériens, il doit y en avoir quelques-uns. Il y a assurément des réactionnaires, il y a des cathos tradis, il y a des ultralibéraux. Il y a tous ces gens-là, je vois pas ce qu'ils ont à faire en commun, sinon qu'ils seront classés dans la même catégorie un jour dans Mediapart. Ça, j'en doute pas. Mais sur le fond des choses,
Dans la mesure où je récuse une catégorie, je ne vais pas l'utiliser au dernier moment, parce que ce qui me fascine, en fait, vous noterez, je le vois même dans le discours du Rassemblement national quelquefois. Ils vont dire eux-mêmes parce qu'ils veulent se respectabiliser. Je comprends, ça fait partie du jeu politique. Donc, que font-ils pour se respectabiliser? Ils entrent eux aussi dans le jeu de la dénonciation de l'extrême droite. Donc, ils vont nous dire non, c'est pas nous l'extrême droite, c'est d'autres. Donc, ils croient se respectabiliser, se dédiaboliser en entrant eux-mêmes dans le club des chasseurs de fantômes ou de sorcières. Or, ce que ça donne, je me rappelle ce député du RN qui dit en fait, les LR sont beaucoup plus à droite que nous. Donc là, je m'excuse, et ça, si je me permets de référer un instant, vous me pardonnerez à mon livre de 2019, c'est l'Empire du politiquement correct, où j'avais un chapitre qui s'appelait « Ce que la gauche appelle la droite ». Et du point de vue, je pense, d'une saine histoire des idées politiques, le clivage gauche-droite est généralement irrecevable. Il est intéressant pour comprendre comment chacun se perçoit, mais globalement, qu'est-ce que c'est? La gauche s'auto-institutionnalise comme gauche, s'auto-proclame gauche, renvoie à droite ce dont elle ne veut pas, et par ailleurs, parce que c'est important, lorsque vous êtes de gauche, il faut le demeurer. Il suffit pas d'être de gauche, il faut le demeurer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, quand la gauche évolue... Il faut donner des gages. Et si vous ne les donnez pas, vous êtes accusé de dériver à droite. Et au final, je vois le drame de certains de mes amis qui se veulent à tout prix de gauche encore aujourd'hui, et on leur demande de donner des gages qu'ils ne veulent pas donner. Donc ils disent « Je suis de gauche. » Non, c'est moi qui est de gauche. Moi, je m'excuse, mais ça, c'est une catégorie théologique. Je leur laisse cette passionnante querelle sur le sexe des anges et le sexe de la gauche. Alors, quand Mathieu Bocoté, par exemple, accepte une collaboration très visible sur la chaîne CNews, une collaboration hebdomadaire... Donc, hebdomadaire, non, quotidienne. Du lundi au jeudi sur Face à l'info, le samedi et le dimanche, le samedi c'est à Face à Bocoté, le dimanche au Grand Rendez-vous, et j'en suis fier. Voilà. Quand il accepte cette collaboration, Michel Onfray, immédiatement, donc il a le droit quand même à un procès en sorcellerie. Est-ce que vous pensez que son image d'homme de gauche en prend un coup? Probablement, mais je l'invite à s'en détacher. Je veux dire, son image... Le jour où un homme de gauche n'a plus le souci d'être un homme de gauche, ce n'est plus un homme qui n'est plus à gauche, c'est un homme qui est soudainement libre. C'est-à-dire que le souci de se délivrer des réputations, du système de classification mondaine au cœur du récit médiatique, franchement, si j'étais de gauche et je me délivrais de ce souci, j'ai l'impression que j'irais mieux. Alors, c'est très intéressant parce que vous êtes aussi un intellectuel engagé, je le disais, sociologue, spécialiste de sociologie politique. Justement, cette espèce d'intimidation généralisée à l'extrême droitisation fonctionne. Et elle ne fonctionne pas autant qu'on l'imagine peut-être sur ces hommes de gauche très libres, à la Orwell, mais elle fonctionne beaucoup sur la droite républicaine. Oui. Est-ce que la droite républicaine, avec par exemple François-Xavier Bellamy, est en train de se libérer de cette intimidation historique qui a pesé sur elle et qui fait que, jusqu'à maintenant, elle a toujours refusé de tendre la main aux autres formations de la droite, notamment le parti fondé par Éric Zemmour, Reconquête, et bien sûr le Rassemblement national. Alors, vous nommez ici une figure que je trouve tout à fait admirable, François-Xavier Bellamy, pour qui j'ai beaucoup d'estime. C'est un philosophe engagé en politique et d'un courage exceptionnel. Franchement, dans la classe politique française, c'est un des hommes que j'estime le plus, et je tiens à le dire, et il se distingue par son courage intellectuel, son courage physique, on l'a vu récemment à Sciences Po, ça mérite d'être nommé. Est-ce que les interdits idéologiques autour du fameux cordon sanitaire va tomber? Je ne le sais pas. Je pense que ça pourrait arriver, mais ça n'arrivera que si la droite dite classique parvient à s'affranchir de son désir d'être reconnue comme étant légitime par la gauche. Il y a une partie de cette droite classique qui, fondamentalement, n'espère rien tant qu'être vue par la gauche comme étant la droite fréquentable. Alors, je vous interromps juste, Mathieu Bocoté, c'est passionnant. Est-ce que c'est la gauche aujourd'hui ou est-ce que c'est le dispositif global de pouvoir techno-économique qui a cristallisé autour d'Emmanuel Macron et de son Premier ministre Gabriel Attal? Alors, c'est deux choses. Ce dispositif était bien antérieur à Emmanuel Macron. Ils l'ont récupéré. Je pense que tout pouvoir, pour l'instant, depuis 30-40 ans, le récupère ou est récupéré par ça. Donc ça, il y a une continuité du régime. Je note que c'est comme ça un peu partout en Occident. Je dis un peu partout parce qu'il y a des vraies nuances à faire selon les pays, selon les systèmes électoraux. C'est compliqué. Mais dans le cas français, non, j'ai l'impression que c'est un système qui s'est déployé depuis une quarantaine d'années. Et l'enjeu pour la droite dite classique, en fait, c'est de se délivrer du désir d'être respectable à gauche ou au centre ou dans le régime médiatique dominant. Ensuite, il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer, c'est l'extrême droitisation, ce qui veut dire que c'est pas juste une mauvaise réputation. Il y a un prix à payer socio-économique souvent, un prix à payer budgétaire, un prix à payer professionnel. Il faut voir, par exemple, là, je m'intéresse à une mouvance en particulier, disant cela, la fameuse mouvance dite identitaire. On en pense ce qu'on veut, mais ce que je note, c'est que plusieurs des gens qui y sont associés ont connu ont été poursuivis pour certains de leurs propos, persécutions bancaires et ainsi de suite. Il y a un prix à payer pour être en désaccord explicite avec l'idéologie dominante. Et le libéral que je suis, et là-dessus, c'est pas une posture, je suis fondamentalement libéral,
Dans une société, moi, je déteste le réflexe du cordon sanitaire. Je crois qu'il faut maximiser les libertés. Et la vraie défense des libertés, c'est la défense aussi des gens avec qui on ne pense pas la même chose. Ce pourquoi, dans la séquence récente autour de Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon, tout ça, je me suis opposé à l'interdiction des conférences de Rima Hassan et de Jean-Luc Mélenchon. Tout comme je m'oppose à l'interdiction des conférences de la conférence des nationaux conservateurs à Bruxelles. Tout comme je m'oppose à la censure du livre Transmania. Tout comme je m'opposerai à la censure d'une conférence indigéniste s'il y en avait une. Je résume, vous pensez que c'est plutôt dans la confrontation, dans l'espace public, que les idées qu'on doit combattre doivent être combattues, doivent être déconstruites. On ne doit pas chercher à les pénaliser, on doit chercher à les déconstruire intellectuellement, politiquement. Je crois à ça, mais je me méfie vraiment. Tous ceux qui se croient à ce point supérieurs moralement qu'ils se donnent le droit de censurer d'une manière ou de l'autre leurs contradicteurs, pour moi, basculent dans la logique illibérale. Alors, on a encore 3 minutes à peu près. Justement, Mathieu Bock-Côté, le totalitarisme sans le goulag, au fond, c'est la tentation illibérale de la démocratie libérale. Hein, s'il faut le résumer comme ça, je rebondis sur ce que vous dites. Il y a effectivement cette chasse aux opinions divergentes qui aujourd'hui devient un leitmotiv du pouvoir. D'ailleurs, médiatico-politique, c'est la même chose en réalité. Bien, très bien. La droite, jusqu'à maintenant, n'a pas osé vraiment franchir le Rubicon. Je résume tout ce que vous nous dites. Est-ce que, au fond, le renforcement que vous décrivez, chronique après chronique, de ce dispositif de contrainte, d'arraisonnement, n'est pas d'abord là pour empêcher que la droite se rapproche de ce qu'on appelle l'extrême droite? Oui. En fait, l'objectif, c'est de faire en sorte que ce que certains appellent le camp national, le camp conservateur, trouver l'étiquette que vous souhaitez, demeure fondamentalement irréconciliable parce que le prix à payer pour toucher à l'autre partie, c'est vu comme toucher le radioactif, c'est toucher le pestiféré. Qui y touche, qui contamine. Et moi, je précise... Parce que là, pour le coup, le pouvoir, puisque vous placez d'un point de vue de sociologie critique, a très bien réussi sur la durée. Depuis 2017, on peut dire que la droite républicaine progressivement est absorbée par le macronisme ou par le post-macronisme. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Quand Rachida Dati rejoint avec armes et bagages Gabriel Attal, elle signifie ce ralliement. Et le régime joue bien ses cartes. C'est-à-dire que je pense que chacun, et moi en politique, je pense que chacun joue bien ses cartes. Là, je fais pas un cours de morale. Je pense par ailleurs qu'une démocratie... Donc est-ce que le combat de l'union des droites, pour lequel je sais vous plaidez, est-ce que c'est pas un combat dans l'état actuel des choses, perdu d'avance? Je plaide pas pour l'union des droites ou contre l'union des droites. Je dis que la fameuse union des droites n'aurait rien de diabolique ou de méphistophélique. C'est-à-dire qu'ensuite, les gens font ce qu'ils veulent. J'ai pas la prétention à me présenter comme stratège politique pour les uns pour les autres. Je note simplement qu'il y a globalement 3 blocs aujourd'hui. Il y a le bloc... certains islamo-gauchistes, le bloc des gauches radicales, avec toutes ces nuances. Il y a le bloc central, européiste pour l'essentiel, et il y a le bloc national. De mon point de vue, et parce que je suis démocrate, je pense que ces 3 blocs ont vocation à exister politiquement sans que aucun d'entre eux ne soit porteur de la marque du diable. Parce que notre société en sont là dans le débat public. Donc dès lors, si un camp est dans l'interdiction de se rassembler et les 2 autres ont la permission de se rassembler, ça vient déstructurer, déséquilibrer durablement la vie publique. Alors on vient de réfléchir sur la société diversitaire, sur les interdits, selon vous, qu'elle fait peser sur la liberté de penser et la liberté d'opiner en France, mais aussi bien sûr au Canada. Tout ce qu'on a dit vaut pour l'Occident global. Si vous deviez dessiner les traits justement de cette tripartition idéologique, on va terminer par là, Mathieu Bock-Côté, on va dire dans 10 ans, à l'horizon 2034-2035, on en sera où d'après vous? Je redoute une fracture de ce qu'on appelle le bloc central parce qu'il y a un épuisement. C'est-à-dire que la gauche va reprendre ses billes? Je pense qu'une gauche radicalisée... Non, mais une gauche modérée peut reprendre ses billes? Non, ça je la vois pas. Et alors pourquoi il y aurait une fracture du bloc central? Parce qu'elle est sociologiquement... Par exemple, les institutions auxquelles elle s'accroche désespérément, le rapport à l'Union européenne, la sacralisation d'une certaine conception de l'état de droit qui est moins l'état de droit que le gouvernement des juges, elle se sait minoritaire sociologiquement, culturellement, donc elle se replie dans des institutions en disant mais nous sommes les derniers gardiens de la démocratie, le reste c'est très mal. Ce vers quoi nous dirigeons, c'est une forme d'affrontement quand même. Et en fait, j'ajoute une chose, le régime diversitaire dont je parle, plus il est désavoué par la population, plus il se radicalise idéologiquement et juridiquement. Et dès lors, moi, je redoute une société de plus en plus pénalisant de plus en plus de désaccords, réprimant de plus en plus les désaccords ou une forme d'insurrection électorale. Et de ce point de vue, je pense qu'on ne va pas vers une société de plus grande liberté. À long terme, on n'en sait rien. À long terme, tout peut changer. Mais à court terme, je pense que ça va empirer pour un temps. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. C'était passionnant. Je rappelle donc le totalitarisme sans le goulag. C'était le 2e volet de notre émission. Le précédent était consacré aux questions relatives à la liberté et aux menaces qui pèsent sur elle. À très bientôt. Très bon Shabbat à vous, Mathieu. Merci à vous.